Mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'espère que le déjeuner... Signore e signori, cari colleghi, spero che il les, pranzo les discussions les uns avec les autres. Nous allons donc reprendre nos travaux pour cette troisième session de la journée dont le thème porte sur les défis de la souveraineté alimentaire européenne. Il a semblé nécessaire au Sénat français d'organiser un vaste débat sur ce sujet, tant les tendances de fond en la matière nous semblent préoccupantes. Chaque jour, les consommateurs européens constatent une dépendance accrue aux importations alimentaires sur fond de perte de compétitivité de leur propre agriculture. Des exemples concrets démontrent toute la difficulté à assurer un respect des normes de production minimales requises en Europe pour nombre de denrées alimentaires provenant de pays tiers. Cette concurrence déloyale entretient sans nul doute le phénomène de déprise agricole dans de nombreux territoires européens, menaçant donc à terme notre souveraineté. En parallèle, la place agricole de l'Union européenne sur les marchés internationaux est menacée par une politique très offensive de nombreux acteurs, dont précisément la Russie. C'est dans ce contexte qu'intervient la guerre en Ukraine, où sont engagés les premiers et cinquièmes exportateurs mondiaux de blé tendre, pesant pour près de 30% des exportations mondiales. L'Ukraine fournit par ailleurs près de 45% du maïs importé en Europe, avec une zone de production qui est précisément la zone très touchée par les combats. Cette guerre aura des impacts majeurs dans le monde par une envolée des cours des céréales qui est déjà en cours, notamment dans les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, mais également en raison de la hausse des coûts de l'énergie qui pèsera sur la compétitivité de nos agriculteurs par une hausse de leurs intrants. Bien sûr, l'Union européenne dispose d'une importante production, ce qui la préserve peut-être d'une atteinte trop grave à la sécurité alimentaire du continent. Mais elle a une exposition de plus en plus importante et ses positions mondiales à l'export sont menacées. C'est pourquoi le Sénat a souhaité débattre du sujet. L'actualité replace un peu plus l'agriculture comme priorité géostratégique pour notre continent. Tout le débat est de savoir aujourd'hui comment concilier les impératifs de production avec les priorités environnementales sans les opposer et d'enfin considérer que produire n'est pas incompatible avec la protection de notre planète. Alors, mes chers collègues, osons poser la question dès l'ouverture de nos débats. La stratégie Farm to Fork, qui repose sur des hypothèses de baisse de production agricole dans les années à venir sur notre continent, est-elle complètement adaptée au monde qui vient? Je suis ravie que nous puissions en discuter cet après-midi et je vais laisser pour l'introduction le député Julien Dive introduire nos débats pour l'Assemblée nationale française. Cher Julien. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, pour commencer, je voudrais bien sûr excuser le Président Lescure qui m'a demandé de le suppléer cet après-midi. La question de la souveraineté alimentaire est une préoccupation majeure de notre temps. J'ai d'ailleurs eu la chance de m'y intéresser de près en tant que rapporteur à l'Assemblée nationale de la mission d'information sur l'autonomie alimentaire de la France, qui a rendu ses conclusions en novembre dernier, parmi lesquelles harmoniser les cadres normatifs applicables, réviser le règlement INCO ou encore ouvrir le débat de l'encadrement des NBT. J'ai aussi eu l'occasion de remettre d'autres rapports parlementaires en 2020 sur les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 sur nos filières agricoles. Justement, la crise du Covid a souligné le caractère essentiel de cette question et la guerre en Ukraine nous en montre encore toute l'importance. Dans ce contexte, le Conseil extraordinaire des ministres européens de l'agriculture, qui s'est tenu le 2 mars dernier, a conclu à l'impérieuse nécessité d'un retour à la mission nourricière de l'agriculture européenne. La souveraineté alimentaire de notre continent a pu un temps sembler acquise. Le succès de la PAC y est pour beaucoup. Entrée en vigueur en 1962, celle-ci visait en premier lieu l'accroissement de la productivité de l'agriculture et la sécurisation des approvisionnements alimentaires des citoyens européens. En accompagnant les mutations des modèles agricoles, la PAC
a permis à l'Union européenne de devenir une puissance agroalimentaire de premier plan. Aujourd'hui, première exportatrice mondiale de produits agroalimentaires et troisième importatrice. Néanmoins, derrière notre solde agroalimentaire excédentaire de plus de 60 milliards d'euros en 2020, se cachent des défis majeurs, mis en exergue par l'actualité. La crise de la Covid-19 a ravivé des craintes anciennes de pénurie alimentaire que l'on pensait tous disparues. Certes, la chaîne alimentaire s'est montrée résiliente, mais des faiblesses structurelles et des dépendances sont apparues au grand jour, en particulier sur certaines filières. L'Union européenne importe de façon significative des produits stratégiques depuis les pays tiers. Le cas des protéines végétales est parlant. Nous importons 90% de nos besoins, ce qui constitue un risque important pour la souveraineté de nos élevages. 57% de nos approvisionnements en maïs proviennent de l'Ukraine et un tiers de nos engrais de Russie. Souveraineté alimentaire ne rime pas avec autarcie, mais il est évident que nous devons nous montrer plus offensifs pour garantir notre sécurité, notre indépendance et notre modèle agricole et alimentaire. Concernant la crise actuelle, l'Union européenne doit être au rendez-vous pour soutenir notre agriculture. Les pistes envisagées, consistant à utiliser la réserve de crise agricole et à prendre des mesures exceptionnelles pour pallier les équilibres du marché, vont dans le bon sens. De façon plus structurelle, assurer notre souveraineté alimentaire nécessite d'assurer un jeu commercial à armes égales et de lutter contre les distorsions de concurrence. L'Union européenne revendique des normes plus strictes au monde, à chaque étape de la chaîne agroalimentaire, ce qui assure aux consommateurs l'accès à des produits sains et de qualité. Malheureusement, on estime qu'entre 10 et 25% des produits importés ne respecteraient pas les normes environnementales et sanitaires européennes. Et le taux de contrôle physique des marchandises n'oscillerait qu'entre 3 et 7%. Les enjeux de contrôle et de réciprocité doivent donc être au cœur de nos actions. La présidence française de l'Union européenne doit être l'occasion de faire de ces sujets une priorité majeure. La question de la systématisation des clauses miroirs dans les contrats commerciaux soutenus par plusieurs pays européens est vitale pour prévenir une concurrence déloyale qui nuit aux objectifs environnementaux et de santé publique ainsi qu'à nos agriculteurs. Ce renforcement de la réciprocité est primordial alors que la question environnementale occupe une place de plus en plus prépondérante. Notre système alimentaire doit évoluer vers un modèle plus durable et résilient pour faire face au changement climatique et répondre aux nouvelles demandes des consommateurs européens qui plébiscitent une alimentation plus locale, plus saine et moins énergivore. La réforme de la PAC introduit les écorégimes et la stratégie Farm to Fork encourage d'ici 2030 la réduction de 50% de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et le passage à 25% de surface consacrée à l'agriculture biologique, soit un triplement des surfaces en 10 ans. Certains s'interrogent sur le réalisme de ces objectifs. Ces ambitions sont, quoi qu'il en soit, très élevées et rendent essentiel le travail que j'ai évoqué sur l'harmonisation et la réciprocité des normes. Elles nécessitent aussi un fort accompagnement des agriculteurs dans les transitions. Ces conditions sont essentielles pour que les objectifs environnementaux ne se retrouvent pas en contradiction avec les objectifs de souveraineté. Pour conclure, assurer la souveraineté alimentaire de l'Union européenne est aujourd'hui un impératif géostratégique, économique et écologique majeur. L'Union européenne doit être en capacité de fournir une alimentation locale, saine et durable et accessible économiquement à tous les citoyens européens. Ces défis sont plus que jamais d'actualité et j'espère que nos discussions aujourd'hui contribueront à faire avancer les réflexions sur le sujet. Mes chers collègues, avant d'entamer nos échanges, je donne désormais la parole à M. Norbert Lins, président de la Commission Agriculture et Développement Rural au Parlement européen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président Norbert Lins, nous vous accueillons avec grand plaisir et nous sommes ravis de pouvoir écouter votre point de vue. Je vous en prie. Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Chers collègues, je veux tout d'abord remercier le Sénat français et les délégations françaises, et la présidente, Madame Prima, les remercier de me donner l'occasion de m'exprimer ici à l'occasion de cette conférence interparlementaire sur l'autonomie stratégique économique. C'est un honneur pour moi et une très bonne occasion pour moi de traiter les questions de la souveraineté alimentaire et de l'autonomie concernant l'alimentation. Alors, Madame la Présidente Prima, vous avez participé au sommet parlementaire sur le développement rural et l'agriculture. Et aujourd'hui, cet échange entre nos parlements est important et c'est la preuve de notre engagement et la preuve que l'Europe est unie. Le sujet de cette conférence est celui d'une question très importante, l'avenir de notre Union. Au vu de l'invasion russe en Ukraine, l'invasion de Poutine, c'est un sujet plus important que jamais. Et M. Julien de Normandie, quelqu'un que je tiens à remercier pour ses initiatives dans ce domaine, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et je me réjouis également que jeudi dernier et vendredi dernier, les chefs d'État et de gouvernement aient pu promulguer cette déclaration dans laquelle ils fixent ce domaine comme priorité. Ensemble, nous devons maintenant réfléchir aux solutions. La guerre en Ukraine pose la question de la dépendance. La dépendance pour ce qui est des matières premières. Il n'est pas simplement question des effets directs de la guerre sur l'approvisionnement alimentaire en Europe, mais également les conséquences internationales de cette attaque. J'aimerais simplement tourner vers le monde, vous donner quelques chiffres. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de blé et d'autres céréales. Et en 2021, l'Ukraine était l'un des deuxièmes plus grands producteurs de céréales pour l'Europe, notamment un grand exportateur de certaines de ces protéines végétales. Et les conséquences sont très importantes dans le domaine alimentaire. Quelques exemples. En 2021, 55% des exportations vers l'Asie étaient des céréales. Et rien qu'en Égypte, entre 45 et 50%, le blé doit être importé de l'extérieur. C'est l'un des plus grands exportateurs de blé au monde. Et pour ce qui est de l'huile de tournesol, l'Ukraine est le plus grand exportateur mondial. L'Inde et la Chine sont les plus grands importateurs de la part de l'Ukraine, mais également les Pays-Bas et d'autres pays. Et en 2021, une grande partie des importations indiennes provenaient de l'Ukraine. Et donc, cela va entraîner une hausse des prix de ces denrées alimentaires. C'est inévitable. Le conflit va entraîner des perturbations des chaînes d'approvisionnement pour des pays dans l'Asie du Sud, de l'Est, en Afrique. Cette perturbation des chaînes d'approvisionnement en blé, en huile de tournesol, est quelque chose qui sera inévitable. Cela va entraîner une hausse des prix de ces produits alimentaires. Et cela entraînera des problèmes d'alimentation dans le monde. Et plus ce conflit dure en Ukraine, plus l'approvisionnement en denrées alimentaires sera problématique, et pas simplement en Ukraine, mais dans le monde entier. Alors revenons-en à l'Union européenne. La situation au sein de l'UE est assez différente. Les trois céréales, notamment le blé, l'Europe est un grand producteur de blé, derrière la Chine et d'autres pays.
et une grande part de ces céréales sont exportées. Et 19% du blé est exporté vers la Russie, des exportations d'oléagineux également. Et en 2021, 88% de ce blé et de ces oléagineux étaient importés de l'Ukraine. Alors nous sommes face à un défi pour ce qui est des oléagineux, et un défi qui est le prix de ces denrées alimentaires. Et même si l'Union européenne est autosuffisante, elle sera confrontée à un défi. Et la sécurité alimentaire ne dépend pas simplement d'un pays ou d'une région. C'est un problème qui est plus global. Et même si cette guerre se déroule en Europe, c'est tout le système alimentaire mondial qui est touché. Dans la situation actuelle, nous avons une responsabilité. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais en venir aux perspectives à long terme du secteur agricole européen et en revenir à l'autonomie stratégique et la résilience. Lorsque l'on parle de souveraineté alimentaire, il faut très clairement dire que nous ne voulons pas être dépendants de notre région, nous ne voulons pas nous retirer, nous refermer sur nous-mêmes, simplement être plus résilients. L'Union européenne a ce principe de l'autonomie stratégique. Et pour l'approvisionnement de denrées essentielles, l'UE doit dès maintenant prendre en compte 3 risques. D'abord, la dépendance de pays fragiles pour des raisons politiques, d'instabilité politique. Ensuite, les partenariats à l'international qui peuvent être un outil pour des bénéfices économiques et sociaux. Et ensuite, le changement climatique et la résilience face aux catastrophes naturelles et aux conséquences du changement climatique qui entraînent une détérioration de notre planète. En plus de l'autonomie, il faut également se concentrer sur notre résilience, notre capacité de résister. Le système de denrées alimentaires européen a dû revoir sa résilience au vu de la pandémie. Et le système alimentaire a entraîné à des confusions au vu de cette pandémie. Et en juin de l'année dernière, le commissaire à l'environnement de l'Union européenne, Eugenia Sinkevicius, dans un discours, a expliqué que la priorité de la sécurité alimentaire est remise en question. Et ces approches conventionnelles, la biodiversité, tous ces éléments ont remplacé les questions de sécurité pour ce qui est des priorités, puisque d'autres défis se sont posés. Des défis comme l'obésité, les déchets alimentaires ou l'empreinte écologique. Et mon comité a vu cette question de la sécurité alimentaire comme beaucoup plus importante. Mon comité salue la proposition d'un plan d'urgence pour couvrir les besoins en sécurité alimentaire et une approche européenne commune est nécessaire pour faire face aux risques qui se posent sur notre système alimentaire. Et la meilleure manière de répondre et d'éviter la panique sur les marchés est d'agir ensemble en tant qu'Européens. Le Parlement européen a fait part du besoin d'avoir une agriculture durable qui combine productivité et résilience du système alimentaire, qui sont les conséquences d'un usage durable des ressources. À partir de ces principes, le Comité pour l'agriculture a mis au point une série de mesures pour surmonter la crise actuelle.
3 éléments clés, que sont d'abord de revoir le concept de la sécurité alimentaire pour réduire les dépendances en matière première agricole, notamment pour des produits comme les céréales, comme je l'ai dit, les oléagineux, ce sont des denrées essentielles, c'est un point critique. Ensuite, les propositions législatives doivent être revues en ce sens. Et ensuite, deuxième point, le besoin d'avoir une indépendance stratégique plus forte en Europe. Nous en parlons depuis des années, mais nous n'avons pas agi. À court terme, de façon temporaire, au sein de mon comité, il y a la question de l'utilisation de fertilisants pour améliorer la production, pour avoir plus de flexibilité et des plans nationaux stratégiques mis en œuvre pour améliorer les surfaces cultivables. Nous avons besoin de prendre toutes ces terres en friche et les utiliser pour des fins agricoles, et notamment pour des protéines végétales. Et chaque tonne de produits que nous pouvons voir cette année n'est pas une tonne supplémentaire pour la sécurité alimentaire. C'est également une tonne supplémentaire contre Poutine, une tonne de plus pour la paix et pour la démocratie. Troisième point, mesures pour lutter contre les distorsions de marché. Cela a déjà été mentionné par des orateurs ce matin. Et nous avons besoin du fonds de réserve de 500 millions d'euros à utiliser de façon ciblée, et cela pourra aider ceux qui sont les plus touchés par cette crise. Alors, même si ces mesures ne sont pas encore mises en œuvre, la Commission a fait des avancées. Jeudi dernier, il y a eu la réunion de lancement du système de réponse aux crises, avec des discussions sur l'impact de la crise en Ukraine sur la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la Commission agricole, je pense qu'entre nous pourrons avoir un plan de préparer. Et la situation est une crise, il faut le dire, et elle le restera. Alors, ces 3 points généraux sur l'approche européenne et la contribution des parlementaires européens, j'espère que cela vous donnera un socle pour les discussions de cet après-midi, et je répondrai volontiers à des commentaires ou des questions que vous pourriez avoir. Madame la Présidente, merci encore une fois de me donner l'occasion de m'exprimer lors de cette conférence. Et bien sûr, ce sera un plaisir de vous revoir très bientôt à Bruxelles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir d'ouvrir ce 3e débat. Je vous propose d'organiser ce débat comme ceux de ce matin. Chacun des membres qui a exprimé le souhait interviendra cette fois pour un maximum de 3 minutes. Nous avons un petit peu plus de temps que sur les 2 premières sessions. Je vais donc donner la parole à Monsieur Wisniewskas de la Lituanie et ensuite Monsieur Montaugé du Sénat français. Thank you, dear Madam Chairman. Madame la Présidente, chers collègues, merci. Cela fait quelques années que l'on parle de la transition verte et comment la réaliser pour une Europe plus propre et plus verte et plus durable. Le monde exempt d'engrais artificiels, d'énergie fossile, moins d'érosion, plus de biodiversité dans les zones rurales. Voilà les objectifs que nous poursuivons pour le bien de l'humanité et de la planète. Ces objectifs sont toujours importants
et tous nos engagements doivent être honorés. Mais le 24 février, Poutine a envahi l'Ukraine. Quelques heures après cette invasion, j'ai entendu des voix qui demandaient la suspension du pacte vert. Ces engagements essentiels et de tous ces engagements essentiels pour une Europe plus verte. Ces voix se trompent. Il faut être honnête avec nous-mêmes et nos électorats. Nous devons honorer nos promesses d'une transition verte. Mais il faut bien sûr prendre en compte la crise, la guerre et la crise économique et alimentaire qui s'ensuit. Et je vais vous proposer quelques outils, quelques solutions. Prenons d'abord l'Ukraine. Que représente l'Ukraine pour l'Europe? L'Ukraine a toujours est représentée et elle pourrait être à l'avenir également notre grenier à blé. Elle produit 11% du blé mondial, elle produit 16% de l'orge, elle produit 16% du maïs, elle produit 16% du colza, elle produit 15% de l'huile de tournesol. Sans cette guerre, l'Ukraine pourrait produire encore plus de tous ces biens. Et ce serait largement suffisant pour notre continent. Donc, si l'on veut résoudre ces problèmes de pénurie alimentaire dans certains pays européens, il faut aider l'Ukraine à faire face à l'envahisseur. Et c'est certainement la solution la plus rapide et la plus efficace. Aider l'Ukraine, c'est nous aider nous-mêmes. Comment pouvons-nous aider l'Ukraine? Je suis certain que les Ukrainiens vont se battre jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'au dernier centimètre carré de territoire. Ils veulent gagner cette bataille. Notre mission, c'est de leur donner les moyens de se battre. Il faut se souvenir qu'il y a 8 ans, à la révolution du Maïdan, des gens sont morts pour le drapeau de l'Union européenne, sont morts pour l'idée, parce qu'ils voulaient que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne et parce qu'ils avaient l'Ukraine à cœur. À l'époque, il y a eu des centaines de morts. Aujourd'hui, ce sont des milliers et des milliers. Les Ukrainiens meurent parce qu'ils veulent faire partie de l'Occident, parce qu'ils veulent entrer dans notre Union. C'est la raison pour laquelle ils se battent et c'est la raison pour laquelle ils vont la gagner, cette guerre, j'en suis certain. Et nous devons les aider, nous devons les encourager à se tourner vers nous, à entrer dans l'Europe. Il faut reconnaître que nous avons besoin de l'Ukraine et la crise alimentaire nous le montre. Si l'on veut aider l'Ukraine, il faut accueillir l'Ukraine dans la famille de l'Union européenne, lui donner cette perspective. Donc, chers collègues, à ceux dont les pays bloquent cette décision, je vous en prie, changez d'avis. Les Ukrainiens n'ont plus beaucoup de temps. Nous avons besoin de prendre cette décision maintenant. Et cette décision pourrait être la solution pour l'Europe tout entière. Nous avons la chance aujourd'hui de sauver le grenier à blé de l'Europe. Et pour conclure, je voulais remercier les collègues français de l'organisation de cette conférence et également de tout ce que vous faites pour l'Ukraine et pour l'Europe. Merci beaucoup. Monsieur Franck Montaugé et ensuite Madame Caligiuri d'Italie se prépare. Madame la Présidente, Monsieur le Président Lins, Monsieur le député Dive, chers collègues parlementaires, pour nos aïeux, débattre de la souveraineté alimentaire européenne aurait été impensable et incongru. Et pourtant, aujourd'hui, ce sujet est devenu une préoccupation majeure. À 2 ans d'intervalle, du fait de la pandémie et de la guerre russe contre l'Ukraine, l'histoire nous a rappelé, à nous, Européens, l'importance géopolitique de l'agriculture européenne en tant que facteur de paix et de solidarité entre les États membres et dans le monde.
Elle nous a rappelé à nous Européens que la politique agricole commune était une politique ancienne, mais qu'elle n'était pas une vieille politique. Car au contraire, elle est au croisement de multiples enjeux du monde de demain, comme la sécurité et la qualité alimentaire, l'environnement, la vie des territoires, l'énergie, la santé de nos concitoyens. Elle nous a rappelé, à nous Européens, la chance que nous avons d'avoir une agriculture performante et diversifiée, en perpétuelle évolution, mais qui souffre trop souvent de revenus trop bas, de charges de plus en plus élevées pour les agriculteurs et d'une incompréhension parfois préoccupante entre citoyens et producteurs et entre urbains et ruraux. Aujourd'hui, des questions de deux ordres doivent être traitées. Tout d'abord, des mesures immédiates doivent être prises pour répondre aux difficultés engendrées par la guerre en Ukraine, qu'il s'agisse de coûts de production pour certains agriculteurs ou de prix à payer pour les consommateurs. Nous allons devant une crise alimentaire majeure si nous ne réagissons pas dans ce sens. Ne serait-il pas utile de réorienter le temps nécessaire et dans une logique contracyclique les aides de la PAC dans la filière céréalière par exemple ? Il faut aussi envisager d'arbitrer les urgences entre production alimentaire et énergétique. Envisager également une action forte parce que nécessaire et efficace à court terme en matière de stock alimentaire stratégique. Quelle est à ce sujet la position de négociation de la Commission de l'Union européenne avec l'OMC, au-delà même d'ailleurs de la crise actuelle ? Quelle politique d'aide alimentaire en direction des Européens les plus démunis? Et enfin, quelle politique budgétaire européenne pour mettre en œuvre l'indispensable stratégie de durabilité Farm to Fork qui ne doit surtout pas être abandonnée? Quelle est donc, au-delà de la PAC décevante de 2023, en tout cas on le mesurera je crois, l'ambition de la Commission pour que l'agriculture apporte une réponse forte aux problèmes structurels et conjoncturels des agriculteurs, tout en augmentant l'autonomie stratégique de l'Union européenne sur le volet alimentaire et santé. Il faut acter concrètement que l'agriculture européenne doit être une priorité pour demain, une priorité à caractère géopolitique. C'est ce que nous attendons de la part de la présidence française de l'Union européenne et de la Commission de l'Union européenne. Je vous remercie. Très bien. Merci, chers collègues. Je donne la parole donc à Madame Caligiuri du Sénat italien et Monsieur Djenkak de Croatie se prépare. Merci. Grazie, Presidente, Presidente Commissione Agricoltura. Merci, chers collègues. D'abord, j'exprime ma proximité au peuple ukrainien et au Parlement ukrainien et un remerciement au Sénat français qui a organisé cette rencontre. C'est une période d'une grande difficulté pour le secteur agricole qui, malgré tout, a fait preuve d'une grande résilience. Ce secteur se trouve confronté à de nouveaux défis de la transition écologique à la nouvelle PAC. Voilà pourquoi nous devrions penser à de nouvelles incentives. À ce propos, un nouveau système d'étiquetage à niveau européen pourrait contribuer à protéger les différentes productions d'excellence et permettre la traçabilité digitale et numérique et le blockchain. La moindre pression sanitaire ne coïncide pas avec les tensions sur le secteur. L'instabilité politique engendrée par les renchérissements des prix de l'énergie et des matières premières risque de bloquer le système productif de l'agroalimentaire. Jamais avant, la chaîne de la distribution avait été obligée au rationnement. Ceci risque de réduire à rien l'effort des PNRR, des plans sans précédent dans l'Union européenne, dont les objectifs devraient être revus. Je crois qu'il serait opportun de considérer une action extraordinaire pour le soutien du secteur agricole et peut-être la possibilité de fixer des seuils pour le coût de l'énergie. Je crois qu'il serait nécessaire
soutenir les agriculteurs qui choisissent des céréaux comme le blé tendre, où les États membres ne sont pas toujours autosuffisants. Le tout sur la base des principes de subsidiarité et de solidarité entre les États membres. Ceci pourrait être un véritable soutien pour un secteur comme le secteur agricole que nous redécouvrons comme un secteur stratégique qui ne va pas de soi. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Jenkac, très bien, et ensuite Monsieur Robert Telus de Pologne. Poštovana predsjedavajuća, poštovani domaćini, dame i gospodo. Madame la Présidente, représentant de la présidence française, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les 2 années de crise sanitaire et la menace posée par l'augmentation des prix de l'énergie et des produits alimentaires se répercutant sur les aliments, les intrants agricoles, tout cela nécessite une réponse européenne unie. Le pacte vert, la stratégie de la ferme à l'assiette et la stratégie européenne pour la biodiversité ont fixé des ambitions élevées qui réclament la transformation de notre secteur agroalimentaire. Et la peur qu'ont nos producteurs agricoles de l'impact de ces objectifs verts sur la sécurité alimentaire et sur l'approvisionnement doivent être pris au sérieux. Nous devons utiliser tous les outils disponibles afin de réconcilier les besoins des acteurs de la chaîne de production, les normes exigeantes de l'Union européenne sur la sécurité sanitaire des aliments et l'harmonisation des normes s'appliquant à la fois aux produits européens et aux produits importés. Le passage à la production durable sera cher et il ne faut pas que ce soit seulement les producteurs, les agriculteurs qui en payent le prix sans que l'on assure que leurs produits seront reconnus sur le marché et sans leur apporter le soutien qui leur permettra d'atteindre les objectifs. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de mesures de gestion de crise dans le secteur alimentaire et des mesures plus ambitieuses pour résoudre les crises sur le marché qui sont causées par l'augmentation des prix et par le changement climatique. Cela ne peut pas être fait uniquement par le biais de l'agriculture et par le Fonds pour l'agriculture, mais il faut mobiliser d'autres budgets et d'autres fonds européens. Dans cet objectif, nous accueillons favorablement l'intention d'organiser un groupe d'experts au sein du mécanisme européen de préparation et de réaction sur la sécurité alimentaire, en mettant en place un cadre capacitant qui assurera la réciprocité des normes et des règles pour les producteurs agricoles en Europe et ailleurs et qui ne mettront pas en danger la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole européenne. Nous pourrons prévenir les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne de production alimentaire et améliorer la visibilité des produits européens. Et ici, il faut renforcer la confiance des consommateurs dans les produits européens et cela ne pourra être fait que par des activités conjointes de tous les acteurs de la filière. Les réseaux courts doivent être favorisés parce qu'ils sont les plus rapides et ont l'empreinte environnementale la plus faible. Et donc, ces chaînes courtes doivent être encouragées et il faut promouvoir l'union des producteurs. Je voudrais excuser notre collègue Robert Telus de Pologne. Ils n'ont pas été autorisés à rejoindre le Parlement. Je vais donner la parole à Andreas Minich de l'Autriche, du Conseil national. Et ensuite à Celso Delgado de l'Espagne, du Congrès des députés. Monsieur Minich. Merci Madame la Présidente, cher Président, chers collègues du Sénat, ici au Sénat parisien, nous avons en Europe les produits alimentaires les plus sûrs, produits en Europe, mais dont les coûts augmentent, les coûts des intrants augmentent en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie. Avec la guerre en Ukraine, comme cela a déjà été dit,
cette guerre qui frappe notre grenier, le grenier à blé de l'Europe, les répercussions de cette crise vont se faire sentir dans l'ensemble du marché des produits alimentaires européens. Et face à cette crise, il est très important que, en ce qui concerne le pacte vert, qui est primordial pour l'avenir de notre politique agricole commune, et également la politique des terres agricoles, donc il est important de le suspendre parce qu'il faut ici se concentrer sur l'approvisionnement en produits alimentaires afin d'éviter que d'autres conflits émergent dans d'autres régions en raison de la faim et de la pénurie. C'est ici une responsabilité morale, c'est une obligation à laquelle nous devons répondre. Et dans ce sens, je souhaite, et avec ces mots, je souhaite également vous remercier chaleureusement de cette invitation à cette conférence et de l'organisation de cette conférence parce qu'elle aborde des thèmes qui sont primordiaux pour le renforcement de la production en Europe. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Celso Delgado et ensuite à Brian Leding. Merci. La guerra in Ucraina a la ganadería y también al sector de la pesca de nuestra Europa. El sector ya estaba muy Il s'agit d'un secteur qui avait été déjà sous pression en raison des prix de l'énergie électrique, tout ce dont on a besoin pour pouvoir arroser, pour pouvoir approvisionner les exploitations, le maïs, le blé, le tournesol, les fertilisants, tout cela est bien évidemment a un impact négatif sur notre agriculture et notre élevage dans l'Union européenne. Et l'Union européenne doit prendre des mesures exceptionnelles parce que la situation est en elle-même exceptionnelle. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir avoir l'autonomie au niveau européen pour notre approvisionnement alimentaire. Et notre pays, l'Espagne, fait une contribution directe à cette autonomie alimentaire. Nous devons repenser les stratégies agroalimentaires de l'Union européenne et nous devons les flexibiliser. Nous proposons pour cela, tout d'abord, que l'on reconnaisse que la production agricole a un caractère stratégique pour trouver des solutions à court terme, que l'on ait des processus d'importation plus flexibles pour que l'on puisse importer du maïs de pays tiers. Et pour cela, nous devons agiliser, flexibiliser certaines des conditions que l'on impose aux importations. Tout cela, bien évidemment, en prenant en compte la sécurité et l'innocuité des aliments. Et nous devons aussi disposer de plus de surfaces cultivables dans l'Union européenne. Nous devons avoir plus de terres cultivables, de superficie, pour pouvoir justement produire un peu plus et éviter la rupture des chaînes d'approvisionnement. Et tout cela parce que nous avions le maïs, des produits d'engrais et l'huile de tournesol qui venaient d'Ukraine. Et nous devons trouver maintenant une solution face à la situation actuelle. Il faut aussi que l'on puisse soutenir financièrement les secteurs les plus touchés et qu'il puisse y avoir des aides directes depuis la PAC qui soient plus adaptées à la situation actuelle. La situation est urgente. On a parlé des problèmes de l'Égypte, du Maroc, du reste du monde. Bien évidemment, nous devons être sensibles à cette situation, mais il faut aussi que nous regardions vers l'Europe et vers l'agriculture européenne. Et pour ce qui est de la pêche fait partie de notre alimentation aussi. Aujourd'hui, les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher parce que les prix de l'énergie font que c'est totalement inviable pour eux d'aller pêcher en mer. Donc si on veut garantir la sécurité alimentaire de l'Europe, il faut aussi prendre en compte le secteur de la pêche. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est donc à Brian Leding de l'Assemblée nationale d'Irlande et ensuite à Lorenzo Viviani de l'Italie. Monsieur Leding, afterwards.
Merci, Madame Primas. Merci Madame Prima et bonjour à Monsieur Lins également. J'ai l'impression que, comme pour la crise de l'énergie, il faut qu'on regarde plus précisément la demande ici. La guerre en Ukraine est un signal d'alerte et nous devons être prêts à repenser entièrement tous nos systèmes, y compris le système d'approvisionnement alimentaire. L'Union européenne a admirablement réussi à produire pour remplir ses propres besoins et à exporter. Et cela s'est fait à un certain coût, le climat, la biodiversité, les rivières, etc. Nous avons entendu tout à l'heure que les biocarburants feront partie de la solution. Il ne faut pas oublier l'impact local et l'impact sur la sécurité alimentaire si l'on convertit des terres qui autrefois étaient utilisées pour des produits alimentaires. N'oublions pas qu'à l'époque de mes grands-parents, la chaîne d'approvisionnement n'était pas parfaite, mais elle était très courte. Il y avait moins de choix, mais tout était produit localement. Il y avait quand même beaucoup de vulnérabilité, mais le système que nous avons mis en place a créé des graves difficultés, des graves problèmes. Et on pourrait, il y aurait des avantages à revenir à un système où les produits alimentaires seraient produits localement. Je vous dis cela alors que je viens d'un pays qui exporte 90% de sa production agricole. Donc ce serait un véritable défi pour mon pays. Mais ce sont des temps exceptionnels que nous vivons et il faut donc envisager toutes les options. Je ne suis pas un expert et je ne m'en vanterai pas. Et donc j'écouterai ce que nous dira Monsieur Lins. Mais il faut également, je crois, c'était notre collègue letton qui nous disait que les décisions qui sont prises aujourd'hui face au conflit en Ukraine vont déterminer l'issue de problèmes de la sécurité alimentaire. N'oublions pas ces propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Leding. La parole est donc à Monsieur Lorenzo Viviani de la Chambre des députés italiens et ensuite à Monsieur Colociuc, qui ne sera pas là non plus, je pense. Grazie Presidente. Un saluto naturalmente ai colleghi. Merci Madame la Présidente. Un salut à tous les collègues. Congratulations pour cette journée. Il est important de se rencontrer pour discuter de sujets qui non seulement sont importants, mais qui sont notre quotidien. La folie, le drame de la guerre a mis à jour les faiblesses de notre système Europe, des faiblesses qui paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui, jusqu'à il y a quelque temps, dans le pacte vert ou dans la politique du champ à la fourchette doivent être revues. On doit revoir ces accords et là je me réfère aux mots d'introduction de Madame la Présidente et de Monsieur Lins. Il faut produire et nous pouvons produire en protégeant notre environnement et en pensant à nos besoins alimentaires. Nous devons peut-être penser davantage à ceux qui en premier ont critiqué l'Union européenne, et je pense aux pêcheurs, aux éleveurs, aux agriculteurs, et c'est peut-être là le bon moment pour s'engager, bien sûr, d'abord dans le conflit en Ukraine, et pour aussi tirer un enseignement du passé et donner un nouvel élan au système européen en déclinant les politiques en matière de pêche et agricole. Et je parle de l'Italie, mais c'est un secteur qui est un secteur d'excellence pour toute l'Europe. Et les mots que j'ai entendus sur la réciprocité me font très plaisir. Nos pêcheurs, nos agriculteurs ont subi des dérèglements peut-être mal pondérés sur les territoires, ont dû faire face à des produits importés qui n'étaient pas soumis aux mêmes règles, en parlant de la pêche, des produits de la mer qui étaient exploités différemment à l'autre bout du monde, alors qu'à nos pêcheurs ont demandé de respecter des tailles,
particuliers et des contraintes particulières. Il faut revoir donc nos plans stratégiques et nos plans nationaux en revoyant par exemple ce qui a été dit des terres en friche, donner plus de place, et je crois que c'est important, à l'agriculture en ayant une approche de mutualisation aussi de l'agriculture. On ne peut pas produire tout et partout, mais dans des besoins comme celui-ci, il faut une mutualisation en Europe pour garantir une durabilité des élevages et de nos fermes. Une Europe qui ne devrait pas avoir peur de dire je produis, je n'aime pas la décroissance, mais une Europe qui produit tout en respectant l'environnement, ce sont les valeurs qu'il faut défendre, ce qui est démontré encore une fois par cette folie de la guerre qui nous montre malheureusement que les paradigmes avec lesquels nous avions décliné la politique en matière d'agriculture ne sont plus valables. Je conclurai en ajoutant qu'en ce qui concerne l'agriculture, les temps qui nous attendent seront très difficiles. On ne peut réinventer un système en peu de temps, mais avec des réunions comme celle-ci, en discutant, en débattant, en échangeant nos idées entre pays et États membres, c'est déjà un très bon début qui mérite d'être suivi d'autres réunions. Et encore une fois, je souhaite vous féliciter pour l'avoir organisé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Nous en avons terminé avec la liste des orateurs inscrits. J'invite donc maintenant Monsieur Norbert Lins à répondre, s'il le souhaite, aux différents intervenants. Là, oui, merci beaucoup. Merci aux collègues pour leurs questions, pour leurs remarques également. Je vais essayer de revenir sur certains de ces points qui ont été abordés. Il est important pour moi que, au vu de la situation actuelle, nous prenions les bonnes décisions. Il y a des décisions qu'il faut prendre maintenant. C'est indispensable parce qu'il y a des risques pour les marchés agricoles. Et dans les semaines qui viennent, je pense qu'on ne devrait rien exclure. Si les prix des engrais évoluent, en fait, toutes sortes de choses peuvent se passer. C'est des spéculations, mais il est possible que les États doivent intervenir. Il est possible que l'on doive mettre en place des garanties d'État ou qu'on oblige même les entreprises à produire des engrais afin que l'on puisse produire cette année et avoir de bonnes récoltes cette année. Je crois que la situation actuelle, depuis le début de la PAC, est une situation qu'on n'a jamais connue. Et, n'est-ce pas, cela appelle des mesures extraordinaires également. Je pense qu'il faut agir rapidement. Et j'espère que cette semaine, et au plus tard lors du Conseil agricole lundi prochain, la Commission pourra proposer un paquet assez exhaustif. En tout cas, c'est ce que la majorité de ma commission a exprimé cette semaine et nous devons demander à la Commission européenne d'aller en ce sens. Madame Caligiuri a parlé de l'étiquetage. Alors, il y a plusieurs propositions. Je sais qu'en Italie, on discute énormément du Nutri-Score. Il y a également des critiques qui sont émises à ce sujet. Alors, voilà, peut-être qu'effectivement, il y a des raisons de le critiquer. Il faut voir ensuite de quelle façon les différents produits seront classés, catégorisés. Et je crois que tous les collègues italiens, finalement, quel que soit leur groupe, ont exprimé cet avis lors des différentes discussions à la Commission agricole. Donc, vous l'avez déjà dit, lorsqu'il y a des seuils, et puis il y a les prix de l'énergie. Donc, voilà. Alors, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation où, effectivement, il faut réagir très rapidement et peut-être agir de façon plus directe au niveau des marchés et intervenir plus qu'on le ferait en temps normal. Notre collègue de Croatie
Alors, où était-il déjà? Ah, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, notre collègue de Croatie a, pour sa part, dit qu'il fallait se pencher sur le pacte vert. Là, je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été proposées, notamment le collègue d'Irlande aussi a parlé des chaînes d'approvisionnement et du fait qu'elles étaient plus courtes par le passé. Alors, il y a aussi des situations dans lesquelles, au sein de l'Union européenne, où il y a des régions... Alors, je provoque un petit peu là, mais peut-être qu'il y a des régions qui produisaient trop. Ou alors, il y avait peut-être trop de bétail sur un espace assez restreint. Mais il y a aussi un grand nombre de régions en Europe dans lesquelles il y a trop peu de bétail, trop peu d'animaux. Et là, on peut être en dessous de 30 ou 20% de la production essentielle. Donc, je pense que là aussi, il va falloir donc trouver un bon équilibre au sein de l'Union européenne. Donc, je crois que finalement, le cycle court, la voie courte, c'est ce qui est préférable. On ne peut pas toujours y parvenir. Moi, je viens d'une région où, finalement, presque chaque semaine ou presque toutes les 2 semaines, on a fermé un abattoir. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de procéder. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir des énormes abattoirs et qu'il faille transporter les animaux sur des distances exceptionnellement longues. Donc, je pense que là, ce qui est indispensable, c'est de réduire les distances pour pouvoir ne pas avoir à transporter les animaux sur des longues distances. Donc voilà, dans certains cas, c'est la meilleure solution. Alors, il y avait aussi le représentant de l'Italie qui a parlé du principe de réciprocité. Alors ça, c'est un principe important, n'est-ce pas? Je pense que l'État doit agir, mais doit néanmoins ne pas empêcher l'action. En fait, il ne faut pas avoir cette espèce de course, de sous-enchère. Il faut au contraire faire en sorte que les gens essayent toujours d'être meilleurs, mais en améliorant les choses de plus en plus. Donc une course vers le haut, n'est-ce pas, plutôt, pour ce qui est des normes et des standards. Et donc, il ne s'agit pas d'aggraver ou de rendre les choses moins bonnes. Alors, attendez, excusez-moi. Donc, Monsieur Montaugé, excusez-moi pour la prononciation, si je l'ai mal prononcé, dit l'orateur. Donc, je crois que avec la PAC et au niveau européen, surtout dans ma commission, il y avait des points de vue tout à fait différents concernant l'évolution de la politique agricole commune. Alors, je crois que tout d'abord, il faut qu'il y ait des paiements directs, il faut que ces paiements continuent à exister, et cela notamment pour ce qui est des investissements dans l'agriculture, mais les discussions au sujet du climat, au sujet de l'environnement et des moyens à investir pour le bien-être animal, pour moi, tout cela, ce sont des bonnes choses. Et je pense que, en fait, ceux qui avaient tort, ceux qui voulaient totalement se débarrasser du premier pilier, et c'est un peu ce qu'on a vu peut-être ces 10 dernières années, eh bien, je pense que c'était une façon erronée de voir les choses. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, selon moi, n'est-ce pas, en tant que parlementaire, en tant que membre d'une famille politique et pas en tant que président de la Commission. Eh bien, je pense qu'il y a des choses qui ont été décidées au niveau de la PAC et qui seront valables jusqu'en 2030. Eh bien, je pense qu'il faudrait les réévaluer, les réenvisager. Par exemple, les jachères de 4%. Là, je pense qu'il faut quand même se poser la question. Est-ce que ça doit être d'ici à 2030? Alors voilà, je parle en mon nom, n'est-ce pas, mon nom propre, en mon nom personnel. Donc, pas qu'il y ait de malentendus, c'est mon avis à moi. Moi, je pense que ces surfaces, eh bien, elles devraient être définies plus tôt. Et voilà, il faut avoir à l'esprit la situation que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors, il y a aussi des questions qui ont été posées au niveau européen. Alors, un soutien de base fondamentale à l'agriculture pour garantir la garantie d'approvisionnement et la souveraineté, la sécurité alimentaire. Et
Donc, en même temps, il faut soutenir financièrement pour plus de climat, plus de durabilité, plus de bien-être animal. Et finalement, les choses ne doivent pas être opposées l'une à l'autre. Alors, notre collègue d'Autriche, alors je crois qu'on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, cette question de jachère. Alors, les objectifs pour 2024, 2030, voilà, je pense que cela va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a aussi la responsabilité morale qui a été abordée. La responsabilité première, c'est la sécurité alimentaire au sein de l'Union européenne. Mais je crois que aujourd'hui, nous avons une responsabilité encore plus forte qui va au-delà de cela, selon moi. Alors, notre collègue d'Espagne a également abordé la question que je viens de mentionner. Alors, je crois que notre souhait, en fait, d'avoir des meilleures normes dans les accords commerciaux, eh bien, l'objectif n'est pas de tuer le commerce et les échanges, n'est-ce pas? Je sais que l'Espagne est un pays qui réussit très bien sur les marchés internationaux. Donc, en fait, si on revient à l'époque de Trump, eh bien, on ne va pas du tout avancer parce qu'on risque de se retrouver avec des droits de douane totalement énormes et ça a eu des répercussions sur les constructeurs aéronautiques et là, ça aurait des répercussions donc sur la France, l'Italie, peut-être un petit peu moins sur mon pays, mais en tout cas, voilà, ça serait quand même un problème. Donc, voilà, je pense que j'ai repris à peu près tous les points qui avaient été abordés et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir invité et merci pour ces débats fort intéressants que nous venons d'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La ringrazio, signore e signori. À présent, clore nos travaux. Je vais donner la parole à mon collègue Julien Dive, vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, pour quelques mots de conclusion. Madame la Présidente, chère Sophie Primas, Monsieur le Président Lins, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous arrivons donc au terme d'une journée de travaux riches et stimulants sur l'autonomie stratégique économique de l'Union européenne. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous présenter quelques réflexions conclusives et prospectives. La première session de cette journée a été consacrée à l'autonomie stratégique dans les filières industrielles d'avenir. À la lumière des différentes interventions, nous pouvons retenir le constat selon lequel les difficultés d'approvisionnement rencontrées pour certains matériaux et composants, résultant notamment de la pandémie de Covid-19, ont contribué à faire de l'autonomie stratégique économique, notamment dans les domaines industriels, un objectif majeur de l'Union européenne. Les sanctions économiques décidées par l'Union européenne en réponse à l'agression de l'Ukraine par la Russie posent, quant à elles, et de manière aiguë, la question de la résilience de l'économie européenne aux chocs extérieurs. Cette prise de conscience doit donc pousser les États membres à mener une réflexion collective et, me semble-t-il, relativement urgente, sur la meilleure façon de sécuriser les chaînes de valeur et les approvisionnements. Je ne doute pas que ce sujet se trouvera au cœur de la présidence française de l'Union européenne. La deuxième session de la matinée a porté sur l'autonomie stratégique dans le domaine de l'énergie. Le conflit qui gronde aujourd'hui aux portes de l'Europe nous impose d'accélérer notre transition vers le mix énergétique pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes et accroître ainsi notre capacité à assurer la sécurité de l'Union européenne. Transition écologique et indépendance stratégique vont ainsi de pair. Mais la transition énergétique repose sur un impensé, à savoir sa dépendance aux métaux rares. Elle suppose en effet des importations accrues de métaux rares, composants indispensables des énergies renouvelables, des batteries électriques et des électrolyseurs d'hydrogène, par exemple. Comme l'a souligné le président de la République française vendredi dernier lors du sommet de Versailles, il faut donc que l'Union européenne puisse rapidement adopter une stratégie en faveur de la sécurisation de l'approvisionnement en métaux stratégiques pour la transition énergétique qui soit adossée au paquet ajustement à l'objectif 55%, tout en limitant d'urgence sa dépendance aux importations d'hydrocarbures et de métaux stratégiques provenant de Russie. Cet après-midi, nos échanges ont été consacrés à la question de l'autonomie stratégique dans le secteur agricole.
Le changement climatique d'une part, et d'autre part à la survenue de la guerre en Ukraine, dont le théâtre des opérations occupe un bassin de production majeur pour les céréales, le tournesol, le colza, a rappelé l'impératif stratégique d'être autonome au niveau agricole et alimentaire. Cette guerre aura des impacts durables sur le paysage agroalimentaire international. La crise appelle en réponse des mesures d'ampleur pour préserver le potentiel productif européen, stabiliser les marchés mondiaux et approvisionner suffisamment les États fortement dépendants d'importations agricoles. La souveraineté alimentaire doit constituer à nouveau une priorité politique de premier plan pour tous les États membres, afin de devenir une déclinaison essentielle de l'autonomie stratégique économique de l'Union. C'est un impératif économique, mais aussi et surtout un impératif écologique, dans la mesure où la souveraineté alimentaire est de nature à réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation européenne en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dues au transport des aliments tout en promouvant une alimentation plus locale, respectant des normes environnementales mondialement reconnues comme exigeantes. La crise internationale a imprégné l'ensemble de nos travaux aujourd'hui. Elle nous force à regarder en face le monde de demain, porteur d'espoir autant que de menaces, et dans lequel il nous appartiendra, nous, parlementaires des États membres de l'Union, de faire advenir cette Europe puissance dont la nécessité apparaît chaque jour plus impérieuse. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je crois que nos échanges ont été nombreux, fructueux, qui nous ont permis de confirmer certaines hypothèses et même d'ouvrir quelques nouvelles pistes tous ensemble. Je pense à nos discussions sur l'énergie, sur le marché européen de l'électricité, avec la proposition d'éventuellement supprimer le principe du coût marginal liant dans les faits les tarifs de l'électricité et ceux du gaz, sur l'agriculture à l'instant, avec la question de la mise en suspens de certains aspects de la stratégie Farm to Fork. Nous ne manquerons pas d'explorer ces pistes et d'autres encore dans les mois à venir, dans les travaux législatifs et de contrôle de nos assemblées respectives. C'est le signe de la vitalité du parlementarisme que nous ayons pu débattre dans le respect des différentes sensibilités d'un sujet aussi brûlant et aussi crucial pour l'avenir de l'Europe. C'est tout à l'honneur de l'Union et des États membres que de préserver des espaces de discussion comme celui-ci, a fortiori dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe. Encore une fois, Victor Hugo avait raison. La paix naît du débat et de la confrontation des idées. C'est précisément dans les temps les plus périlleux qu'il faut faire le pari de l'intelligence collective. Face au mythe de l'efficacité des autoritarismes, il faut affirmer la supériorité de la délibération et du processus parlementaire, non seulement du point de vue de la légitimité, mais aussi du point de vue de l'efficacité. Les parlements nationaux doivent avoir leur mot à dire dans la définition du concept d'autonomie stratégique économique et plus encore pour sa traduction concrète dans chaque État membre. C'est pourquoi je crois qu'il est essentiel pour vous, mesdames et messieurs les parlementaires, de multiplier les liens afin de faire vivre la coopération interparlementaire, par exemple par des déplacements dans nos sites industriels, dans nos fermes, dans les installations de production d'énergie de nos pays respectifs. Je crois aussi que nous devrions avoir davantage le réflexe des comparaisons européennes avant de légiférer. C'est ce que la richesse de nos débats m'inspire aujourd'hui. Le droit de l'Union européenne ne doit pas seulement être vu comme une contrainte pour les parlements nationaux, mais plutôt comme une matière à co-construire. Inversement, du point de vue des institutions européennes et des États membres, le principe de subsidiarité et l'implication des parlements nationaux ne doivent pas être vus comme un frein ou comme un lieu de délibération inutilement dilatoire, car ces discussions sont aussi la garantie de normes mieux acceptées. Sur le fond, à mes yeux, l'enseignement principal de cette conférence est qu'il ne faut pas aborder la question de façon idéologique, ni dans un sens, ni dans l'autre. Nous sommes en fait devant le vieux dilemme
entre liberté et sécurité. Dans un cas, nous profitons de toutes les potentialités de la mondialisation, mais on s'expose ponctuellement à des crises qui peuvent avoir des effets et des conséquences très graves. Dans l'autre cas, on s'autolimite par précaution pour éviter ces soubresauts, mais en attendant, la trajectoire de croissance et d'innovation est probablement moins dynamique. Nous voyons bien que, comme dans tout dilemme, seule la sagesse et l'à-propos peuvent nous aider à le résoudre. Il ne faut pas hésiter à s'affranchir des doctrines et des stratégies si cela semble s'imposer au regard d'une analyse circonstanciée de la situation. Le dialogue avec les acteurs économiques, entreprises comme consommateurs, est à cet égard une garantie de pragmatisme et d'équilibre. Il est évident qu'après une intégration commerciale et une division internationale des processus productifs sans précédent, l'enjeu n'est pas de déconstruire ce qui a été patiemment bâti pour viser une chimérique autosuffisance ou une relocalisation systématique, même à l'échelle plus large de l'Union européenne. C'est le sens de l'autonomie stratégique ouverte, défendue au niveau européen. C'est un compromis qui semble frapper du sceau du bon sens. Il me semble pouvoir constituer une solution pérenne quand les sirènes protectionnistes, certes tentantes en période de crise, nous condamneraient à des retours de balancier préjudiciables à l'activité économique dans quelques années. Mais il constitue un objectif ambitieux. À ce moment de l'histoire où l'Union doit apprendre à parler le langage de la puissance, elle doit pouvoir s'appuyer sur une autonomie économique suffisante, et ce n'est pas encore le cas. C'est pourquoi l'Union européenne a rendez-vous, mes chers collègues, avec son destin. Les stratégies, les normes européennes proposées par la Commission européenne ces derniers mois et en cours de discussion seront décisives pour les années et pour les décennies à venir. C'est pourquoi la dimension parlementaire de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le Sénat et l'Assemblée nationale réunie, cherchera à peser, à partir des travaux de notre conférence, sur les orientations et sur les décisions concernant l'autonomie stratégique économique. À l'issue de la conférence, nous publierons sur le site dédié les conclusions de la présidence qui s'efforceront de tirer les leçons de nos échanges et qui vous parviendront par messagerie électronique. Je forme le vœu que, contrairement à ce que leur nom indique, ces conclusions n'en soient pas et que les échanges sur la question servent au contraire de point de départ à une réflexion partagée et évolutive sur notre autonomie stratégique économique. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à toutes un bon retour dans votre pays. Merci à vous pour la richesse de nos débats. Et je vais lever la séance. Merci beaucoup.